bonjour à tous. Jérôme Cavi, je suis professeur à l'IAE de Paris. Donc, je suis ici au titre de l'IAE pour remplacer Éric Lamarck, qui malheureusement, je crois, vous rejoindra ultérieurement pendant les débats, mais qui ne pouvait pas être là ce matin. Donc, on est très heureux de vous accueillir avec l'université et avec Philippe Touron, puisque c'est un colloque co-organisé à la fois par l'ENS et par l'IAE de Paris. Donc, très heureux que nos collaborations qui s'intensifient en matière de recherche trouvent aussi des résultats en termes d'organisation de colloques. Très heureux d'accueillir l'ADERS et le colloque annuel de l'ADERS avec Jocelyn. Pour ceux qui ne savent pas, on a été au même endroit pendant quelques années ensemble à Bordeaux, et puis après on a migré sous d'autres cieux à la faveur de l'évolution de nos carrières professionnelles, et puis de remercier Jean-Jacques Pluchart et Isabelle Cadet qui organise concrètement le congrès, parce que nous, on est là surtout pour dire bonjour, se féliciter que tout va bien, etc. Mais on sait qu'il y a, pour avoir organisé moi-même des congrès, on sait le travail que ça représente d'organiser des congrès. Donc, merci à vous deux d'avoir pris en charge une tâche ingrate, parce qu'en général, il y a beaucoup de travail et peu de retours et peu de louanges sur le travail qui a été fait. Et merci aux équipes aussi de l'IAE qui ont contribué à l'organisation du congrès. Alors, je vais quand même prendre une deuxième casquette, juste 30 secondes, sur le fait que je suis aussi délégué général de la FNEJ. Parce que vous allez, les présidents, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit vous intéresser moyennement, qui est le classement des revues. Donc, on a envoyé la première version du classement international au président d'association la semaine dernière. Donc, et ensuite diffusent ou pas à leurs membres comme ils le souhaitent, puisqu'il y a une possibilité d'appel. Il y a eu une très forte augmentation du nombre de revues, puisqu'on passe de l'ordre de 440 revues à 670 revues classées au niveau international, sous l'effet d'une ouverture vers les disciplines connexes à la gestion, puisque jusqu'ici, c'était très centré gestion, mais avec la disparition du classement CNRS, on a jugé utile d'ouvrir le classement. Et donc, il y a du coup rentré de beaucoup de revues en économie, en sociologie, en psychologie, et aussi pas mal de revues sectorielles. Il y a aussi quelques revues de gestion en plus. Donc, mais là, on était on couvrait déjà beaucoup mieux le spectre. Et puis, dans la matinée, normalement, alors, Valérie Fourcade, il doit faire l'envoi à le Covid en ce moment, donc elle n'est pas forcément une forme professionnelle. Donc, je ne peux pas vous garantir de l'horaire à laquelle elle sera en état de vous envoyer la proposition. Donc, les présidents ou présidentes d'associations de SLAM, normalement, pour l'ADERS, vont recevoir un mail avec les propositions de classement pour les revues francophones, ainsi que, ce qui est nouveau par rapport à la procédure antérieure, l'ensemble des rédacteurs et rédactrices en chef des revues. Et ensuite, ceux qui ne sont pas contents, ont jusqu'au 2 mai pour faire appel. Ensuite, une commission d'appel qui se réunit. Et tout ça doit être validé le 22 juin par le Collège scientifique de la FNEJ pour une publication officielle du classement. Voilà. Je vous souhaite de très bons échanges et de très bons travaux. Je vais devoir vous quitter tout de suite, non pas par manque d'intérêt pour vos débats et le contenu de votre conférence, mais parce que j'ai cours. Donc, j'ai demandé à mes étudiants de m'attendre un peu pour le début de mon cours. Très bons travaux. Je passe la parole. Je passe la parole au professeur Philippe Touron, directeur du PRISM, c'est-à-dire le pôle de recherche interdisciplinaire en sciences du management de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà. Tout d'abord, je voulais remercier l'IAE d'accueillir dans ses locaux le congrès. C'est moins flamboyant que la Sorbonne, mais c'est beaucoup plus pratique. Sincèrement, pour avoir pratiqué les deux, voilà. Également, je tiens à remercier les organisateurs, Madame Cadet et le professeur Jean-Jacques Pluchart. Il faut savoir, pour M. Pluchart, c'est pro bono, quoi. Non, mais c'est vrai, il faut le souligner, c'est un travail énorme et évidemment, vous le faites pour le plaisir. Et je dois remercier le professeur Pluchart qui apporte beaucoup au laboratoire du PRISM. Alors, un remerciement également au labo de l'IAE, parce que Géraldine n'est pas là, mais je veux quand même vous préciser. En fait, il y a deux laboratoires en
Sorbonne, il y a un laboratoire à l'IAE, il y a un laboratoire à l'école de management de la Sorbonne. Ça fait longtemps qu'on a rapproché les formations puisqu'on délivre le même diplôme en fait à des publics qui sont un peu différents. Mais les deux laboratoires dorénavant collaborent maintenant depuis 8 ou 10 ans, mais de plus en plus au sein d'une entité qui s'appelle, c'est un groupement d'intérêt qui regroupe donc les deux laboratoires qui s'appelle le GIS Sorbonne Recherche en Management. Et donc, c'est aussi au nom du GIS Sorbonne Recherche en Management que je remercie le président colloque et tous les organisateurs, parce que finalement, c'est vraiment les deux laboratoires qui contribuent, la preuve pour organiser. On essaie maintenant d'organiser de plus en plus d'événements ensemble, bien qu'on garde chacun nos spécificités, puisqu'on est en fait assez complémentaires dans nos approches et dans notre vision de ce qu'est la recherche académique. C'est très bien jusque-là, et c'est une collaboration supplémentaire, et c'est très bien. Alors, je vais vous laisser sur le sujet. Les paradoxes de la finance durable et responsable, alors, bien évidemment, dans le prisme que le laboratoire de l'IAE sont engagés sur ces problématiques, et de plus en plus. Alors, effectivement, c'est un paradoxe, mais moi, j'ai relevé deux choses. C'est un paradoxe, mais la finance durable et responsable, je trouve qu'il y a à la fois un pléonasme et un oxymore. Parce que la finance, pour moi, elle est nécessairement durable. Parce que la finance, c'est ce qui permet finalement aux entrepreneurs de se projeter dans l'avenir, puisqu'ils ne peuvent pas réaliser leurs projets s'ils ne sont pas financés. Prenons l'actualité récente. Russie, il n'y a plus de financement. Et quelle est la première réaction? 20 ans en arrière, retour en arrière. Donc, la finance est durable par construction. On capitalise, on actualise. En fait, c'est une vision du futur et c'est de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions pour le futur. Donc là, c'est plutôt un pléonasme, en fait. En revanche, la finance responsable, effectivement, là, je pense qu'il y a énormément de recherches à mener et pour les financiers. C'est-à-dire, je dirais que pour la pérennité, la finance aide à la pérennité. En revanche, la finance est-elle responsable? Vous allez en débattre toute la journée et c'est compliqué parce qu'effectivement, ça consiste à intégrer les externalités et les financiers, s'ils ont des outils, ne le font pas toujours. Voilà. Et donc, je pense que c'est important. Également, je pense qu'au-delà de la responsabilité, quand on parle de responsabilité, je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme, c'est important, c'est aussi l'accountability. Donc, il y a cette idée de responsabilité, mais aussi de reddition et donc de transparence. Et on le verra, vous allez le voir dans les communications. Moi, je suis plus comptable au départ. Et donc, je pense qu'il y a énormément de recherches à mener sur ce qu'on met derrière l'ESG et l'ISR. Pour parler d'ISR, revenons sur la Russie encore. On a vu que la défense, ce n'était pas un investissement ISR il y a 3 mois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui le mettent dans leurs indices. Donc, les choses évoluent. Comment comparer tout ça dans le temps? Et puis, les indicateurs ESG, il y a beaucoup de définitions. Donc, effectivement, il y a de la normalisation en cours, mais vous allez pouvoir découvrir ça aujourd'hui. C'est effectivement donc une voie de recherche très importante. Donc, je vous remercie d'organiser tout ça et de fédérer finalement des chercheurs de différentes provenances autour de cette problématique. On pourra trouver une solution que si on travaille ensemble. En fait. C'est vraiment un sujet transversal. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, j'espère que les débats, je suis sûr que les débats sont riches. Voilà. Merci beaucoup. Justin, donc, notre nouveau président de l'ADERS, qui nous a accompagnés toute la préparation de ce congrès, merci beaucoup, et qui a validé le choix du sujet. On parlera tout entièrement Jean-Jacques Bouchard, et qui va nous dire effectivement en quoi l'ADERS est concernée par ces sujets-là. La finance, je le rappelle, la dernière fois que nous avons fait un congrès en finance à l'ADERS, c'était en 2015 à Strasbourg. Nous varions les thèmes chaque année en matière de RSE. C'est possible de parler plus fort? Vous n'entendez pas là? Il faut qu'on parle beaucoup plus fort. Je voulais remercier pour le choix du sujet et indiquer que le choix de la finance avait été celui de 2015 à Strasbourg et que chaque année, l'ADERS
choisi un thème en RSE différent. Et cette année, c'est la finance. À toi, José. Alors, bonjour, bienvenue. Est-ce que c'est bien de pouvoir se rencontrer physiquement, enfin et à nouveau, de serrer les mains, de ne plus savoir comment on fait. C'est un grand bonheur pour moi de vous revoir et aussi de vous accueillir ici à l'IAE de Paris. Donc évidemment, le thème que c'est choisi, mais moi je l'ai validé, et c'est vous aussi qui avez fait ce choix. Il est intéressé parce que je mène des travaux sur l'impact de la performance RSE sur le coût du capital et la divulgation des informations socialement responsables, environnementalement responsables et en gouvernance responsable. Quel est l'impact sur la performance financière et la rémunération des dirigeants? Donc évidemment, ce choix que j'ai validé, il est d'abord extrêmement intéressé, donc je vais écouter les travaux et pouvoir débattre avec vous avec grand intérêt. Ça, c'est pour la partie personnelle. Je voulais simplement vous dire que on va avoir 2 journées intenses, voilà, qui ont été préparées depuis des semaines et des semaines par Isabelle Cadet et le professeur Pluchart. Je peux témoigner que depuis une longue semaine, vous travaillez jour et nuit. Donc mes remerciements ne seront pas des remerciements de forme, mais de cœur. Parce qu'il faut des gens comme vous pour que la recherche vive et que nous puissions organiser chaque année des colloques. Je l'ai fait moi-même il y a 3 ans et nous allons passer le relais l'année prochaine. On l'annoncera dans quelques minutes. Donc merci sincèrement du fond du cœur de ce temps, de cet investissement, parce que nous ne sommes pas faciles les uns et les autres. Hein. Il y a des demandes particulières toujours à traiter. C'est l'échelle particulière qui est traitée à chaque fois. Donc merci, et puis un peu pardon pour certains comportements de certains d'entre nous. Je me mets dedans, voilà, hein, pour tout vous dire. Merci pour cette organisation qui va faire que ce colloque sera un grand succès. Voilà. Je voulais aussi remercier les équipes de l'IAE, le professeur Lamarck qui va nous rejoindre très bientôt aujourd'hui, mais aussi toutes les équipes qui ont œuvré. Je citerai Paola, et aussi Raphaël. Voilà. Merci pour tout ce travail invisible qui fait que nous allons pouvoir échanger et nous enrichir les uns les autres. Donc, bienvenue et bon colloque à nous tous. Voilà, Isabelle, je te passe la parole. Une fois n'est pas coutume, quoique maître de conférence, je prends la parole avant le professeur émérite Jean-Jacques Pluchart pour en fait vous parler de l'organisation de ce colloque, vous dire qu'il est très réussi. Je ne vais pas du futur, ça y est, nous y sommes, c'est du présent. Vous remercier tous pour les nombreuses communications que vous nous avez adressées. Nous avons eu 80 auteurs, 66 communications, et vous êtes en présentiel aujourd'hui, entre 50 et 55, et un certain nombre de nos collègues également connectés aujourd'hui, donc il y en a une quinzaine en distanciel. Malheureusement pour certains, je le regrette à cause du Covid, pour d'autres, c'était la distance qui nous sépare. Nous avons tous les pays du monde, enfin pas tous les pays, mais un certain nombre de représentations internationales, des collègues en Corée, des collègues au Canada, des collègues au Maroc qui n'ont pas pu venir faute de visa. Et je les remercie d'être présents aujourd'hui parce que les échanges sont déjà nombreux à travers les échanges de communication, de reviewing. Je remercie d'ailleurs à ce titre les nombreux enseignants de Paris 1. Nous avions 25 reviewers également présents dans la salle. Donc, ce travail est colossal en amont. 25 professeurs et maîtres de conférences qui ont relu les papiers. Parfois, nous sommes allés chercher sur des expertises extérieures à nos universités pour relire, apporter leur contribution. Et vous avez déjà un aperçu pour tous ceux qui sont inscrits sur Sciences Conf. Vous avez déjà des actes abrégés. Donc, si aujourd'hui, vous voulez choisir un atelier en fonction d'un peu plus de contenu qu'un simple titre, vous avez des actes abrégés, vous cliquez, c'est interdynamique. Et je remercie tout particulièrement Raphaël Aget qui a travaillé des heures pour ces actes abrégés jusqu'à la dernière minute. On reviendra vers vous pour voir si vous acceptez de mettre votre mail, parce que plus il y a d'interactions, plus l'adverse est contente et c'est l'objectif. Aujourd'hui en présentiel, mais demain pour vous rencontrer avec ces mails. Et nous vous avions demandé une mini-biographie. Comme tout le monde ne l'a pas donnée, j'aimerais que ça soit homogène, si vous pouvez la donner 3-4 lignes. Là, on a mis les résumés français, anglais et les mots-clés.
Voilà, donc je remercie parce que c'est ces interactions qui ont permis la richesse déjà de ce congrès, qui va évidemment se poursuivre aujourd'hui et demain. Nous l'avons construit avec Jean-Jacques Pluchart, avec cette idée que les communications plus financières, on va dire, parce qu'on va voir effectivement, c'est un paradoxe, il n'y a plus de finance pure. On ne peut plus parler de finance sans ajouter ou durable ou responsable, et séparer les mondes entre la RSE et la finance n'a plus de sens. On s'en est rendu compte à la réception de ces communications. Donc vous avez des ateliers, on va dire, 2 ateliers, on va dire, un peu plus orientés finance, contre 2 autres ateliers orientés thématiques RSE. Vous avez également dans ce congrès un workshop sur une des thématiques permanentes de l'ADERS, qui est capitalisme humanisme, et ce workshop atelier collaboratif organisé par Cynthia Blanchette porte plus particulièrement sur les questions RH et RSE, mais sous le prisme de la finance. Donc il est tout l'après-midi pour permettre à nos collègues canadiens de nous rejoindre. Vous avez également ce que l'ADERS met en place depuis quelques années, mais qui est assez tendance dans de grands colloques internationaux, ce sont des ateliers doctoraux. Donc, des doctorants ici présents ou qui nous ont rejoints d'universités différentes viennent présenter leurs travaux pour permettre d'améliorer leurs travaux en tant que doctorants. Donc, un temps très précieux leur est consacré pendant 1h30. Ils sont à 2 par atelier. Et je remercie tout particulièrement Véronique Zardel, ancienne présidente et actuellement vice-présidente de l'ADERS, Henri Saval et un certain nombre de grands professeurs qui sont venus pour les rejoindre, pour aujourd'hui participer à ces ateliers et aider ces jeunes doctorants qui sont parfois à 15 jours de leur soutenance, en 2e année, ou parfois en perte de vitesse, ils ont perdu le sens avec le Covid et qui viennent aujourd'hui retrouver le souffle. Donc ce sera fait en toute bienveillance. Le directeur de thèse n'est pas présent et ces ateliers ne sont pas enregistrés. Donc vous pouvez parler en toute tranquillité. Voilà. Donc vous avez des pauses systématiquement au bout d'1h30 d'atelier. Donc au plaisir de vous retrouver en D6. Vous avez là systématiquement petit café, déjeuner, etc. Et nos 3 éditeurs préférés qui ont contribué depuis des années aux travaux de l'ADERS, soit en publiant nos travaux, soit à l'issue en publiant ces actes de colloque, et Jean-Jacques nous en parlera. Donc ces éditeurs sont venus tout particulièrement choisir les ouvrages dans lesquels vous aviez publié également. Donc il y a des choix tout particuliers qui ont été faits. Vous les retrouverez à midi quand on déjeunera dans la salle à côté, et ils sont ravis de participer. Et je laisserai, je ne m'en repasse sur les travaux de Miguel Delattre, de Jean-Jacques Rosset, mais vous avez le 3e ouvrage de l'ADERS qui est présenté aujourd'hui, qui est ouvert à tous les congressistes en présentiel, de même que nos invités, pour vous montrer un peu l'état de nos travaux, etc. Pour la finance durable et responsable, j'ai juste une petite pointe pour un certain nombre de colloques qui ont été montés, qui nous ont, entre guillemets, piqué l'idée, mais ce qui veut dire qu'on est bien des capteurs de tendance, puisque vous avez eu plusieurs congrès sur finance durable et responsable avant nous, dans les 6 mois. Donc, c'est bien non seulement un thème, je dirais, à la mode, mais extrêmement important et profond, qui nous réunit aujourd'hui, effectivement plus sur le LADEX avec les questions financières, avec Éric Lamarck, qui est également financier, qui ne peut pas aujourd'hui l'étanisme, qui nous rejoint ce soir au gala et qui revient demain pour les prix de thèse, parce que nous organisons systématiquement des prix de thèse, mais qui sont aussi la marque de fabrique peut-être de l'IAE entre la chaire MGCF, donc Management de la gouvernance des coopératives, également Philippe Dessertine qui nous rejoint demain matin, qui lui dirige la chaire Finagri et qui organise la première table ronde avec l'ORS, l'Observatoire de la RSE. Donc ces thématiques nous sont extrêmement chères. Quant à moi en RSE, je vais sortir de ma zone de confort pour atterrir sur la question de la finance, mais effectivement, j'ai un papier sur l'oxymore entre finance durable et responsable, puisqu'aujourd'hui, c'est tout l'impact en fait, de la contribution au développement durable auquel les banques et les entreprises, même non financières, contribuent, qui va rencontrer le champ de la RSE qui vient d'un univers complètement différent. Et le but du jeu, c'est de discourir, de vérifier, d'établir d'autres controverses pour savoir si effectivement il y a des synergies ou des oppositions. Donc, vous pouvez aller sur plusieurs ateliers. Vous avez reçu aussi, pour certains qui sont avec nous, des liens hypertests qui permettent de balader dans différents ateliers sur les 2 jours. Donc, n'hésitez pas, la porte est ouverte et on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Donc, vous avez tout le programme. Spécifiquement pour ceux qui sont aujourd'hui et uniquement sur ce programme papier, vous avez le code Wi-Fi qui vous permet donc dans chaque salle de vous connecter. Par contre, nous avons, et je remercie toutes les équipes, Paula Berdugo au premier chef, Raphaël Aget et Hugo Michou, doctorant spécialiste de système d'information et notre service informatique. Vous avez un unique ordinateur qui est entièrement organisé entre les sessions Zoom, l'hybride, l'écran,
il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas apporter votre ordinateur et le substituer. Donc, vous mettrez vos clés USB, vos présentations. C'est le plus simple. Sur cet ordinateur, pour qu'on ne fasse aucune fausse manipulation. Si vous avez des soucis, vous avez les téléphones où tout le service est ici présent pour appeler si vous avez un souci dans les ateliers, mais nous passerons. Donc voilà, un ordinateur, des sessions parallèles, vos présentations, et on a mis 3 présentations par heure et demie, c'est que vous avez largement le temps de présenter, entre un quart d'heure, 20 minutes de présentation, débat, et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question sur ce congrès, mais que je sais déjà une réussite, et je vous remercie à tous, parce que sans vous, c'est impossible, et tout particulièrement l'IAE, parce que j'ai pris mon ticket il y a 2 ans, parce que certes, les salles fonctionnelles, mais on n'en a pas beaucoup. Donc, et ce soir, petit clin d'œil, nous sommes au Bouillon Racine. Donc, nous verrons le Panthéon-Sorbonne, nous verrons la Sorbonne. Nous n'entrons pas à cause du Covid, les salles ferment à 20 h. Ils nous auraient très volontiers reçus. Je remercie également les services de Paris 1 qui ont fait le maximum, mais ça n'était pas possible. Et nous serons donc tout à couvert parce que ce partenariat nous est très, très cher. Je passe la parole pour plus particulièrement le congrès lui-même et sa thématique au professeur Hélène Jean-Jacques Suchard. Et je le remercie à titre personnel parce que, effectivement, c'est du pro bono, mais il ne le fait pas pour lui, il le fait pour toute la communauté et non particulièrement pour nous, maîtres de conférences et tous les jeunes. Mais enfin, c'est énorme ce que vous apportez. Non, mais c'est rigolo comme formule. En tant que juriste, je le comprends bien. La valorisation et tout ce que vous apportez pour tous nos jeunes. En train de manger. À tous les temps, pardon. Je suis particulièrement heureux de mettre des visages sur des noms, des dizaines et des dizaines de mails que nous avons échangés. C'est un grand moment de convivialité. On m'a confié la délicate mission de vous dire pourquoi nous avons choisi le thème des paradoxes de la finance responsable et durable pour cette 18e congrès. Alors, mission délicate, encore plus délicate lorsqu'on essaye de faire en quelques minutes, de dire comment vous avez traité, comment nous avons traité, parce que comme nous aussi, dans le cadre de ce congrès, comment nous avons traité cette thématique difficile, paradoxale de la finance responsable et durable. Alors, comme l'exercice est assez délicat, je vais prendre les notes, évidemment, je m'improvis, mais là, je vais quand même, si vous me permettez, être proche de mes notes. Ça fait 50 ans que je suis dans la finance, beaucoup dans le privé et ensuite l'université quand même aussi. Je crois que l'année 2015 est vraiment une année qui marque le tournant dans l'histoire de la finance moderne, ou post-moderne, comme on dit aujourd'hui. Mais ce tournant suscite des controverses, des débats qui se répandent à la fois dans les milieux professionnels, bien évidemment, comme nous verrons tout à l'heure dans le cadre de la table ronde avec 5 participants imminents de la chaîne financière, mais aussi parmi les milieux académiques. Et je pense, étant un hybride entre professionnels et universitaires et académiques, il y a un insuffisant dialogue, des échanges qui ne sont pas suffisamment synergétiques entre les universitaires et les professionnels. Donc, c'est pourquoi nous avons d'ailleurs organisé ce concours. Alors, ce que l'ADERS a souhaité, c'est traiter toutes les différentes problématiques couvrant les paradoxes financiers et extra-financiers en recherche d'intégration des deux dimensions financières, conventionnelles et extra-financières, qui sont suscités à la fois par les transitions énergétiques et écologiques, c'est l'objet de beaucoup de travaux, mais aussi, Isabelle le disait il y a un instant, par le développement des économies solidaires, sur le papier également, sur l'économie solidaire, et sur l'économie circulaire. Il y a aussi quelques travaux sur l'économie circulaire. On confond un peu tout cela dans le halo de la transition énergétique et écologique, mais je crois qu'il faut essayer de mieux segmenter, diversifier, construire une taxonomie qui est actuellement en émergence, ce qui n'est pas encore stabilisé. Alors, je crois que le traitement de cette thématique soulève des difficultés de 4 ordres. En toute première analyse, bien sûr. On affinera ça dans l'ouvrage qui sera publié vers le mois de juin-juillet et qui reprendra les communications les plus représentatives que vous allez présenter dans les 2 prochains jours. Alors, la première petite difficulté est d'ordre conceptuel.
les investisseurs, je donne quelques exemples, ont d'abord exclu les actifs non éthiques portant sur les énergies fossiles et les armements, notamment. Mais aujourd'hui, la crise douloureuse que nous traversons entraîne le fait que ces financements redeviennent indispensables, donc peut-être éthiques, selon certains chercheurs. Cela représente déjà une première contradiction d'un premier paradoxe. Ensuite, sur les conseils bien connus de Porter et Kramer, très cités dans vos travaux, l'article de 2011, ils vont cibler les investissements socialement responsables qui créent de la valeur partagée. Puis, nouvelle vague, c'est-à-dire mode, je ne dirais pas mode, selon les théories d'Abraham et de Nickel, mais une nouvelle vague, des investissements durables et citables qui préservent à la fois la résilience de l'entreprise et le bien-être des générations futures. Mais nous avons déjà passé ce stade. Aujourd'hui, l'investissement conforme aux critères ESG, que je ne définis pas ici, bien sûr, cible désormais les entreprises et les projets à impact, dont la mesure soulève, notamment les fameux scopes 2 et 3, les impacts indirects, soulève de nombreuses problématiques qui font l'objet de beaucoup de recherches aujourd'hui. C'est l'objet de la table ronde de demain matin, c'est l'objet de 2 ateliers dans le cadre de ce congrès, c'est-à-dire l'importance de ce sujet de la mesure à l'opérationnalisation de la finance, de la RSE dans la finance. L'intégration ne peut se faire que par la mesure, que par la comptabilité et la finance. Mais la finance se diversifie suivant un processus matriciel. Donc il y a ces 3 approches que je viens de citer, mais il y a parallèlement, et vous le constatez en lisant les titres des différentes interventions, des différentes communications, il y a une multiplication en finance verte, en finance écologique, solidaire, affinitaire, équitable. Je ne vais pas continuer les qualificatifs, ça va nous prendre tout le temps de la table ronde, mais j'ai même lu frugale. Alors là, je parlais d'oxymore, Philippe Touron parlait d'oxymore tout à l'heure, la finance frugale. Là, on est en présence d'un oxymore. Alors donc, première difficulté conceptuelle. Deuxième difficulté, institutionnelle. Et là, on est au cœur de l'ADERS, je crois. La finance responsable et durable est un terrain privilégié de la tétranormalisation. Je salue ici l'auteur très respecté dans les sciences de gestion, le professeur Henri Saval, l'un des pères de la tétranormalisation. Je fais l'honneur de sa présence ici dans le cadre de ce congrès, car le terrain de la finance, la nouvelle finance responsable, durable, on ne sait plus comment la qualifier après tous ces adjectifs, est encadré par un nombre croissant de conventions, de directives, de lois, de règlements, de normes, plusieurs centaines de normes, plusieurs milliers au niveau international, européen, national. Labels, 9 grands labels européens, mais à l'international, il y en a une trentaine, si je ne sais plus. Palmarès, notation, bien sûr, notation par une agence, et bientôt, ça évolue tous les jours, stress test climatique. La grande réflexion aujourd'hui, ce sont sur les stress tests climatiques qui vont s'appliquer aux banques. Cette conjugaison de hard et de soft law est de nature à favoriser les comportements opportunistes. Beaucoup de recherches, notamment dans le cadre de ce congrès, portent sur ces questions. Le soudain verdissement de la cote boursière, selon l'expression imagée et très, je pense, réaliste de Gaël Giraud, alimente les soupçons de discours performatifs, de dumping carbone, de greenwashing, voire de social washing. C'était la deuxième difficulté. La troisième est d'ordre temporel, de nature temporelle. Elle correspond à ce que Marc Carnet a été gouverneur à la fois de la Banque du Canada et de la Banque de Northwestern. Et avec Michael Bloomberg, il a créé le référentiel TCFD, climatique, et que dit-il toujours en 2015? Toujours en 2015, il parle de tragédie de l'horizon. On va rentrer à nouveau dans les oxymores et dans les paradoxes. Les acteurs de la finance sont soumis à des temporalités contradictoires. Les traders à haute fréquence anticipent en millisecondes. Les actionnaires actifs en jour et en semaine. Les investisseurs passifs et les émetteurs obligataires raisonnent sur des maturités de 7 à 10 ans. Les investisseurs résidentiels, des maturités de 20 à 25 ans. Mais les investisseurs verts, je les qualifie brièvement verts, ont des approches intergénérationnelles qui font reculer la frontière de la finance. Là, ça pose
des problèmes de recherche, des problèmes théoriques, des problèmes conceptuels délicats. Ces horizons sont soumis, bien sûr, sont exposés à des signes noirs. Ça, nous connaissons bien le concept, Taleb, c'est la création, mais également à des signes verts. Ça, ceux qui connaissent, moi je l'ai appris tout récemment au sens de l'IDEC. On retrouve d'ailleurs dans certains rapports unitaires cette formule de signes verts. Les signes verts. Ce sont les futurs improbables du réchauffement climatique. Face à l'inconnu, on lui en présente un inconnu face à cette tragédie de l'horizon au sens que je viens d'incarner. Les chercheurs et les experts en finance sont de plus en plus partagés, sont encore aujourd'hui partagés, notamment par la pression, entre performance d'une part et durabilité de son part. Bien que la finance ne peut être que durable, comme disait le professeur Touron il y a un instant. Cette tragédie des horizons, et là je serai beaucoup plus bref, est illustrée par une prolifération de nouveaux véhicules financiers. Alors je ne veux pas ici en dresser la liste. On connaît les principaux, bien sûr, hein, on connaît les green bonds, on connaît le capital vert, etc. Mais au moins, quelques études commencent déjà à poindre dans l'horizon universitaire tout ce qui touche les crypto-monnaies vertes, les monnaies banques centrales vertes. Les travaux actuellement, les banques centrales sont très impliquées également sur le développement des finances durables. Donc, c'est pourquoi Marc Carnet, dans l'aspect de son discours est de plus en plus cité aujourd'hui, et Michael Bloomberg lui-même doute que la main invisible du marché soit verte. Enfin, je termine parce que sinon on aura plus de temps. Les paradoxes de la finance responsable et durable ne sont pas que temporels, ils sont aussi d'origine spatiale. La cartographie de la chaîne financière et extra-financière est de plus en plus complexe. La notion de partie prenante financière n'a pas été définie par le grand théoricien qui se tout le temps, notamment Friedman, Rajan, Gonzalez, etc. Pas vraiment définie. La chaîne de valeur financière couvre bien sûr les investisseurs et les épargnants, mais elle intègre tous les décideurs. On est dans la gouvernance, on l'évoquera dans un instant, qui sont assistés par les dirigeants des entreprises, par les comités d'impact, les comités de développement durable, donc une stratification, une démultiplication de cette intermédiation de la finance verte, de la finance responsable durable. Bien sûr, les directeurs financiers, nous avons deux éminents directeurs qui vont parler dans un instant, mais on y trouve aussi les banques, les assurances, nous allons représenter aussi les compagnies d'assurance, bien sûr les banques centrales, je citais, mais aussi les fonds de pension, ne les oublions pas, les fonds spéculatifs. Un des membres de la table, on n'a pas pu se présenter aujourd'hui, Pascal Blanquet, mais il nous a adressé un document particulier sur ces questions. Les traders, bien sûr, les plateformes du private equity, les fintechs aussi, bien sûr, sont impliqués. Tout ça sous l'égide, encadré par les régulateurs, par les agences de notation, les acteurs du contrôle légal. Dans le rapport Perrier que nous allons évoquer tout à l'heure, Arnaud Bresson, le directeur de la place de Paris, va évoquer ces acteurs clés de la chaîne financière, les contrôleurs niveau, donc le commissaire aux comptes, sont qualifiés de clés de voûte de la finance durable, de l'écosystème financier durable. Donc c'est un rôle tout à fait essentiel. Alors, il faut savoir que tous ces acteurs ont des modèles, appliquent des modèles, ont des relations d'agence, voire des conflits d'agence. Concept très important aujourd'hui, qui sont dus au fait qu'ils sont de plus en plus spécialisés, mais de plus en plus interdépendants, avec des modèles et des objectifs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Les flash traders n'ont pas les mêmes objectifs que les agents de notation verte ou les fonds de gestion. Comme vous le constatez donc, et j'en termine, le terrain de la recherche sur la finance responsable et durable est particulièrement fertile. Fertile, bien sûr, en questionnement pour les professionnels, mais également pour les chercheurs en finance. Donc, son observation implique un dialogue entre théoriciens et praticiens. C'est l'objet même de ce congrès, et c'est plus particulièrement l'objet de la table ronde qui s'ouvre tout de suite avec nos trois invités éminents que je remercie infiniment de prendre leur temps que je sais très précieux pour venir témoigner dans le cadre de notre congrès. Bien, on va...
comme leur nom apparaît, nous avons 3 invités en présentiel. Intervenir en premièrement, sans rester libre, bien sûr. Si vous me permettez, nous ouvrirons aux questions à la fin de leurs interventions. Mais nous aurons également 2 interventions en vidéo. D'une part, d'une directrice financière, d'autre part, du directeur général, délégué général de la place financière de Paris. Alors, je les présente un peu dans l'ordre de logique de la chaîne financière, de la chaîne de création de valeur de la finance responsable et durable. Donc, en amont, il y a bien sûr les investisseurs et les emprunteurs, et les pilotes de l'organisation. Ça, financier contrôle. Donc, ici présent M. Daniel Bacroët, qui est le vice-président finance de la BRICS, donc de la BRICS, je vais présenter, et qui est un ex-président de la DFCG, la DFCG étant la première organisation, association, tout le monde la connaît, réunissant des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion. Et nous aurons ensuite, en vidéo, sur le même thème, sur le thème du nouveau rôle des directeurs financiers dans l'écosystème responsable de finance responsable durable, nous avons Catherine Vance, qui est la directrice financière de Plastic Omnium, qui est un benchmark en matière de finance verte en France. C'est même que Kering, par exemple, ou donc Danone, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi un témoignage très précieux de sa part. Elle a été directrice financière et même présidente, de Keolis, une filiale de la SNCF. Puis, nous n'aurons malheureusement pas l'intervention de Pascal Blanquer, on aurait eu écouter tout le monde, on voulait écouter tout le monde, mais ce n'est pas toujours possible, qui était le meilleur gestionnaire d'actifs européens, consacré 3 fois meilleur chez Amundi, directeur des opérations d'Amundi. Mais nous aurons en distanciel, donc en vidéo, M. Bresson, délégué général de Paris Europlace. Et enfin, donc la clé de voûte de la chaîne financière, Patrick 19, qui est le président du cercle Turbo et qui est l'ex-directeur général de la compagnie, d'une grande compagnie d'assurance. Enfin, last but not least, si je peux me permettre, président, André-Paul Baillon, qui est président de la CCEF et associé d'un des plus gros cabinets d'experts comptables de Paris, qui représente donc les experts comptables et les commissaires. Sans plus tarder, je donne la parole à Daniel Bacroët. Cher Daniel, Jean-Jacques. Bien, bonjour à tous et à tous. Moi, je suis très heureux, merci Jean-Jacques de m'avoir invité à ce congrès. Très heureux pour pouvoir vous parler du rôle des directeurs financiers dans cette problématique qui est le RSE et dans cette problématique de performance. Effectivement, les directeurs financiers sont en charge de la performance de l'entreprise entre le court terme et le moyen et le long terme, qui est vraiment un vrai challenge. Rapidement, je vais me présenter. Donc, Daniel Bacroët, je fais toute ma carrière dans des entreprises américaines, anglo-saxonnes. Je suis directeur financier de BRICS depuis. J'étais directeur financier de BRICS France depuis 15 ans et je suis vice-président finance de BRICS Global Markets depuis 3 ans. Et donc, je travaille au niveau international sur l'intégration d'un certain nombre de sociétés, de projets. J'étais également président de la DFCG, donc on va parler rapidement de la DFCG, je vais vous la présenter, pour qu'on puisse avoir un échange là-dessus si vous le souhaitez. Donc, j'étais président il y a une dizaine d'années, je suis redevenu président il y a 2 ans. Et donc, la DFCG est une association donc, qui regroupe l'ensemble des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion. On a 3500 membres à travers la France, répartis en direction régionale, avec un président au sein de chaque direction régionale, avec des objectifs très clairs. Niveau, c'est de représenter la fonction de la finance en entreprise et de faire donner sa voix, avec des valeurs qui sont extrêmement simples et extrêmement pragmatiques, qui sont d'abord l'échange et le partage. L'objectif, c'est d'échanger, de partager nos meilleures compétences, de pouvoir progresser ensemble, qui sont la performance à travers la formation. Donc, on a un organisme de formation qui est là pour aider l'ensemble de nos directeurs financiers à se maintenir au niveau du marché. De rayonnement, puisqu'on a des revues, on a des publications. Je vous parle également d'une publication que l'on a sur le RSE, qui était faite avec l'ordre des experts comptables. Et puis,
un petit fascicule de 80 pages qui retrace l'ensemble des éléments. Je ne sais pas si vous en parlerez tout à l'heure, mais on peut dire un petit mot qui effectivement retrace sur les normes, où on en est, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont nos recommandations. Et puis également des publications, donc on a des livres blancs à droite à gauche en fonction des événements, et puis l'accompagnement et le développement de la fonction, donc des congrès. Donc voilà très rapidement ce qu'on peut dire de la DFCG. C'est intéressant de parler du rôle du directeur financier, parce que le directeur financier est un peu, je dirais, le catalyseur d'un certain nombre de choses. Il est à la fois celui qui mesure la performance financière à court terme. C'est un lui qui, malgré tout, même si de temps en temps il n'est pas le seul décideur, fixe un certain nombre d'objectifs, de budget, il mesure les résultats, et puis il est pris également confronté avec la problématique du long terme et de la résilience, de la réduction de l'activité. Donc ma discussion elle va être un peu déstructurée, mais je vous ai un certain nombre d'inputs, un certain nombre d'avis, un certain nombre de réflexions sur ce que j'ai pu vivre et sur ce que je pense de la fonction de la direction financière. En avant-propos, je vais juste reprendre une phrase qui a été dite par M. Bill McKibben, qui a été dite dans le New Yorker, qui disait, c'était un président d'une fondation très active, une ONG qui est 350.org, je ne sais pas si vous la connaissez, qui dit « L'argent est l'oxygène qui alimente le feu du réchauffement climatique ». Alors, c'est vrai et faux à la fois. C'est vrai qu'effectivement, l'argent, de façon générique, a des impacts, parce qu'effectivement, on est tous pris dans ce qu'on peut voir le court terme, dans tout ce qu'on peut voir la performance à tout prix. Mais à la fois, je pense qu'on a dévoyé une partie de ce qu'on devait faire, puisque l'entreprise est quand même au service de l'humain, quand même au service de la communauté. Mais l'entreprise a quand même réagi malgré tout, et tout ce qu'on peut dire en disant que l'entreprise ne réagit pas, ce n'est pas vrai. L'entreprise a pris des mesures, et depuis très longtemps. Le seul point, c'est que l'entreprise, peut-être ne les communique pas, ne sait pas les communiquer, ou derrière ces décisions qui ont été prises, il y a toujours un sous-jacent de performance financière qui, finalement, a un effet négatif. Effectivement, ce qui est dit un peu l'entreprise, c'est quand même qu'est-ce que ça va m'apporter à la fin. Parce qu'effectivement, tout ce qu'on mesure, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas en tant que tel. Donc l'entreprise a besoin d'une mesure. Elle a besoin de retrouver de quelque chose qui soit quantitatif. Et le qualitatif existe, mais il faut que cette mesure existe. Il faut qu'à un moment donné, que le management puisse se retrouver. Et l'entreprise a fait. Donc, conséquence de quoi, on a effectivement mis en place au sein des entreprises des mesures. Brics en a mis un certain nombre. On est effectivement un camion, on a quand même un rôle à jouer. Et donc, on a mis en place un certain nombre de KPIs. Ceci dit, on n'est peut-être pas au maximum de ce qu'on pourrait faire, on progresse au fur et à mesure. Mais je pense que le rôle du directeur financier est primordial dans l'entreprise, est primordial dans cette démarche. C'est son rôle de rééquilibrage entre le court terme et le long terme. Je pense que c'est primordial. Et ça passe par une bonne gouvernance. Ça, c'est un premier point. On va parler un peu de la gouvernance, qui est extrêmement importante. On parlera également après de ce qui est de la temporalité, parce qu'effectivement, je pense que c'est important ce qui est dit Jean-Jacques. On est dans des problématiques très contradictoires. Les sociétés anglo-saxonnes sont dans une logique de résultat à 3 mois. On est par rapport à une RSE qui, elle, se gère sur le temps. Et malgré tout, on y arrive. Donc, on va y arriver. Je vais parler un petit peu après également de quelques aspects purement comptables. On parle beaucoup de comptabilité extra-financière. Il faut faire des choses simples. Et la problématique, c'est que je pense que dans un certain nombre de cas, on complexifie les choses. Et plus on les complexifie, moins on les rend faciles à mettre en place. Et donc, il faut les rendre le plus simple possible. Alors, si on parle de pilotage, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mesure est un point important. On ne peut pas échapper à ça. Alors maintenant, on le trouve à travers les KPIs, c'est toujours compliqué à gérer. Il faut qu'il soit simple. Et il ne faut pas s'attacher au fait que le KPI soit parfait. Ce qu'on regarde, c'est la tendance, c'est l'évolution. Et on a trop souvent essayé de trouver la chose parfaite qui puisse être dupliquée partout. Or, on est dans une entreprise totalement différente. Vouloir impliquer un même modèle à tout le monde est impossible. Les entreprises ont des fonctions totalement différentes. Vous prenez les transporteurs qui, par exemple, qui ont un impact important entre celui qui va faire les longues distances et celui qui va faire le dernier kilomètre. On voit bien que la problématique est totalement différente. Ce n'est pas les mêmes camions, ce n'est pas les mêmes trucs, ce n'est pas les mêmes consommations, ce n'est pas les mêmes environnements.
Donc, on a besoin d'une mesure qui soit probablement, et c'est peut-être une recommandation, segmentée en fonction de ce que peut être l'activité de l'entreprise ou ce que peut être, je dirais, le secteur, et de la mesurer dans le temps. Parce que le progrès se mesure dans le temps. Que le KPI soit bon ou mauvais, la problématique n'est pas là. C'est comment je progresse. Et ça, c'est important. On est toujours en train de se poser la question de quelle est la perfection qu'on pourrait trouver qu'on peut comparer les entreprises entre elles-mêmes. Elles ne sont pas comparables. Et on ne va pas s'amuser à comparer un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans des univers même similaires, mais qui ont des approches totalement différentes. L'important, c'est la progression dans le temps. D'ailleurs, c'est ce que le financier, c'est comment je m'améliore dans le temps. L'autre problématique que l'on a, c'est reconnaître le court terme et le moyen terme. Et là, on se retrouve face à de la gouvernance, face, il faut le dire, à des rémunérations de management, face aux actionnaires, face à toutes les parties prenantes. Effectivement, l'entreprise, elle est faite être profitable. Ne pas la rendre profitable, c'est la condamner. Donc, elle est là pour être profitable. Simplement, on a dévoyé par moments un petit peu le rôle de l'entreprise qui est là pour rendre à la communauté un certain nombre de biens. Et une partie des biens, si on retourne ce qu'avait dit Weber à un moment donné, là, l'entreprise est au service du bien commun. L'entreprise est au service de la communauté. Et la profitabilité est une façon de la faire progresser. Et je pense que là-dessus, on a par moment peut-être un tout petit peu égaré. On y revient petit à petit parce que ce qu'on retrouve, et c'est ça qui est un autre élément important, c'est toute la pression que l'on a en termes d'autres parties prenantes qui sont, je dirais, les individus. Vous avez toute la partie des réseaux sociaux, mais hormis ça, qu'est-ce qui se passe parmi l'ensemble de nos collaborateurs? C'est qu'ils veulent trouver du sens à ce qu'ils vont, où ils vont. Ils veulent trouver quelque chose, ils veulent trouver autre chose que de la performance humaine, ils veulent trouver quelque chose qui va faire progresser. Et là-dessus, on est pris, effectivement, l'entreprise, à vouloir donner ce sens à l'ensemble de nos activités. Je pense que le sens pur du profit n'est pas suffisant. Il faut maintenant de plus en plus aller vers d'autres raisonnements qui donnent une vision. Et je pense que l'individu, que ce soit d'ailleurs que ce soit en politique ou autre, il a besoin d'une vision vers où je vais et comment je me projette. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui est qualitatif, qu'on ne peut pas facilement mesurer. Alors, on peut trouver des façons de le mesurer, le taux de rotation de personnel, etc. Mais on a besoin d'aller dans cette direction-là. Je ne vais pas laisser dépasser. Jean-Jacques, je te charge. Merci infiniment. Je te charge de. Daniel, merci. Je vais juste, avant de. Je ne sais plus où j'en suis dans le temps. Je n'ai pas lancé mon chronomètre. Oui, je pense que le temps de parole est peut-être déjà dépassé. Ah bah alors, j'avais une chose à dire, mais ça. Alors, nous allons maintenant écouter un témoignage d'une directrice financière éminente qui a été responsable finance dans de grands groupes français, Kathleen Vance Oro, qui est une Australienne, qui fait actuellement une brillante carrière dans la communauté financière française. Si ça marche. Voilà, ça a l'air de marcher. Je l'ai interrogé. Ça dure 19 minutes, alors on se permettra peut-être de couper, mais vous aurez la suite de son intervention. Madame Vance, je partage juste l'écran. Avant que ça commence, je vais juste rajouter un mot que je voulais dire. Et j'ai un expert comptable à côté de moi. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait capitaliser les coûts qui sont de ce développement durable pour les amortir. Et je pense que, oublions la taxation, uniquement à un moment donné, considérer que c'est un projet long terme et considérer que c'est quelque chose que l'on puisse capitaliser, le mettre dans le bilan et pas en extra comptable, serait probablement une des meilleures choses. Et arrêtons de nous battre sur taxation, pas taxation, etc. C'est capitalisation des coûts, amortissant dans une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là, on gagnera immédiatement. Sous réserve, effectivement, d'un contrôle vu par nos commissaires aux comptes et des comptables qui seront, je pense, là. Je pense que ce sera la meilleure solution en l'attente. Je peux continuer, Jean-Jacques. vous êtes directrice financière du groupe Plastic Omnium. Je vais pas avoir l'image. Et il y a le son au moins. Est-ce qu'on peut fonctionner avec une clé, non? Une autre clé? Bon.
Bon, ce que je suggère, Victor, je crois moins. pour que vous opérez vos réglages, puis nous allons modifier un peu le programme de la table ronde. Donc, je vais me permettre de passer la parole tout de suite. Ex abrupto. Ok, merci beaucoup Jean-Jacques. Donc moi aussi ravi d'être là, bien entendu. Juste parce qu'il y a en dessous de mon nom, il y a deux rôles un peu différents, hein, puisque le Cercle Turgot est un cercle d'économistes et je suis un ancien directeur général de compagnie d'assurance. Je touche en fait à ces sujets également par d'autres activités, puisque je suis conseil auprès de KPMG et les travaux et les aides aux entreprises sur les extra-financiers. Madame Rose, vous êtes directrice financière du groupe Plasticombium. Je parle encore plus fort, alors. On va faire un combat de volume. Je suis également conseiller de PAI Partners, donc une plateforme de private equity qui aujourd'hui représente une force possible dans les investissements sur l'ESG. Et j'ai longtemps collaboré, d'ailleurs je collabore encore un peu et beaucoup moins, à Positive Planet, la fondation de Jacques Attali. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que les quelques éléments que je vais vous donner, qui sont d'ailleurs dans certains cas presque un peu des provocations, je les assume dans tous les rôles, quoi, aussi bien dans celui d'assureur que dans celui d'économiste. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de questions sur lesquelles on peut débattre aujourd'hui. Pourquoi débattre? Parce que je vais quasiment commencer par une conclusion. C'est oui, il y a un alignement de planète aujourd'hui pour plein de raisons. Et aujourd'hui, la finance peut être amenée à soutenir les efforts durables. Ça pouvait paraître complètement dingue il y a 10 ans. Un futur président de la République à l'époque disait la finance c'est notre ennemi. Et c'est vrai quand même, et en particulier dans les sociétés non anglo-saxonnes du monde occidental, cette idée court-termiste de la finance, cette idée de peu de participation à des objectifs un peu plus élevés. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est battue en brèche sur le plan culturel, mais on voit qu'on a un alignement de planète, peut-être parce qu'on en a besoin de ces financements, mais aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de progrès. Le problème des alignements de planète, c'est qu'elles peuvent se désaligner. Et en fait, mon propos, ça sera de souligner, alors on va les appeler défis, on va les appeler paradoxes, on va les appeler questions. Je pense qu'il y a un certain nombre de questions, et si on ne les résout pas, feront que cette tendance que l'on voit aujourd'hui aura la durée, alors je ne vais pas dire des roses, mais ne seront qu'une mode. Donc voilà, c'est un peu ça que j'aimerais que vous puissiez retenir des quelques minutes de mon intervention. La première question, c'est de quoi parle-t-on? Alors c'est surtout cette question est d'autant plus importante dans cette période de campagne électorale où, pour parler comme mes enfants, on entend plus de punchline que de propos construits. Je fais jeune comme ça. Mais le punchline, en dehors de sa virulence et ainsi de suite, a un énorme défaut, c'est qu'il a tendance à réduire le spectre. On parle même plus d'écologie, on parle de décarbonation, voire on parle de choses complètement atomiques. Or, le problème, à mon avis, du durable, pour lui-même, mais également pour que les investissements arrivent et financent ce besoin ESG, c'est qu'il doit être à large spectre. On sait très bien que ce qui est trop orienté, là aussi, ne peut pas être attractif. Donc, à minima, je pense qu'il faut bien comprendre que ESG, ce n'est pas que environnemental, c'est social et gouvernance. À minima aussi, on peut partir des 17 thématiques de l'ONU, mais je pense même que la réflexion, elle doit s'élargir. Un exemple, si réellement on parle de durabilité, pour rester uniquement dans la finance, est-ce que le niveau de dette que nous avons aujourd'hui est durable? Donc moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est quand même celle de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde qui soit au moins celui dans lequel on vit et potentiellement mieux. Et on voit bien que je mettrai comme non durable tout ce qui va détruire ça, quel que soit le domaine. Voilà, donc grosse alerte, si on veut réellement avoir du financement pour ce qui est durable, pour ce qui est réellement, vous voulez, et effectivement avoir un regard le plus possible à 360 degrés. En plus, on navigue quand même sur une ligne de crête qui est assez étroite, et être responsable, c'est, je pense, ne pas tomber ni à gauche ni à droite. Alors, qu'est-ce qui est gauche et droite, là n'étant pas politique, hein. Ne pas tomber d'un côté ou de l'autre de cette ligne de crête. Le premier risque, c'est le greenwashing.
et là, on ne fait rien. L'autre, quelque part, c'est le dogmatisme. Ou, pour revenir à ce que je disais précédemment, quelque chose de trop précis. Donc, réfléchir durable, c'est réfléchir de manière pragmatique, de manière réaliste, sur quelque chose qui soit acceptable. Or, l'acceptabilité, parce qu'on est très fort en France pour avoir envie de choses qu'on ne s'applique pas à soi. Je vais faire un petit parallèle, acheter français. Dans ma carrière, avant d'être directeur général d'Aviva France pendant 5 ans, j'ai été pendant 5 ans directeur général d'Aviva Italie. L'acheter italien en Italie a été beaucoup plus suivi des faits, y compris par des gens qui acceptaient que ça soit un tout petit peu plus cher. Alors, c'est vrai qu'il y a des zones de production moins chères en Italie, c'était plus simple. Mais en France, on est quand même les rois de relocalisons, mais je veux quand même, moi, à titre personnel, acheter à des prix de production dans des pays en voie de développement. Donc, il faut faire très attention. Qu'est-ce qui est acceptable? Aujourd'hui, alors certains acteurs politiques en font la promotion, mais globalement, nous ne sommes pas prêts à la décroissance. Et je ne savais pas que je ferais plaisir à Jean-Jacques Pluchart. Je pense que nous ne sommes même pas prêts à une certaine frugalité. Je l'avais dans mon texte, je ne l'ai pas inventé parce que tu as parlé. Donc voilà, qu'est-ce qui est acceptable? Il faut. Donc, le premier paradoxe que j'ai, c'est qu'effectivement, si on ne veut pas faire que de la parlotte, il faut à la fois regarder à 360 degrés avoir une approche qui soit pragmatique, non greenwashing, non dogmatique et qui vise quelque chose qui soit acceptable par. Je reviens à un deuxième point, c'est les assureurs, et puis par extension, les services financiers sont moteurs de ça. Ça peut paraître étonnant, mais je pense qu'ils sont réellement moteurs. Alors d'abord, là c'est une pure provocation, parce qu'on peut être dans les services financiers et avoir des valeurs morales. Il n'y aura pas de questions acceptées sur ce point-là, mais comme ça je l'ai dit. Mais encore plus important, parce qu'on peut y croire, personnellement j'y crois, mais même si on n'y croit pas, on a intérêt à s'inscrire dans cette lignée. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui non seulement va intéresser ceux qui sont en faveur, ça c'est toujours simple, mais naturellement, même ceux qui peuvent douter doivent s'y inscrire. Pourquoi? Parce que l'entreprise, l'économie, la finance, ça a des parties prenantes. Et aujourd'hui, il y a une très forte pression de l'ensemble des parties prenantes. D'abord, sur le plan du business. Les banques, parce que c'est des sources d'emprunt, donc de revenus pour eux. Les assurances, parce que c'est de la nouvelle matière assurable, donc c'est un développement du business. Point 1. Pour des questions d'image, les services financiers souffrent d'un déficit d'image. Je sais très bien qu'en tant que directeur général d'Aviva, j'étais nettement moins populaire que le président d'Apple. J'ai vécu avec, mais quelque part, ce besoin d'image, au-delà de la blague, reste très important. Et également l'image du côté négatif. Avec les risques d'image des réseaux sociaux, se faire aujourd'hui pour une entreprise prendre par rapport à quelque chose qui est négatif. Donc naturellement, ça pousse les entreprises. Les clients, ce besoin de fléchage, ce besoin de savoir à quoi sert mon argent. Alors, quand on fait des sondages en France, ce n'est pas l'épargnant français ne souhaite pas que de l'ESG. Donc, il souhaite déjà savoir où va son argent. Donc ça, c'est un point positif. Les salariés, ce besoin de valeur, je ne savais pas que ça serait cité aussi, qui est d'ailleurs d'autant plus important. On l'a eu depuis les millennials, mais on l'a encore plus post-Covid pour faire revenir un peu les gens au travail dans l'entreprise. Et puis les autorités, parce que les autorités savent qu'elles ont ce besoin de financement. Et aujourd'hui, j'allais dire, quel que soit le régime, quelle que soit la couleur politique, on sait que les solutions passeront par des solutions d'économie mixte et pas uniquement par des solutions étatiques. Donc voilà, donc on a toutes les parties prenantes des services financiers en France qui, quelque part, vont pousser à ce que la finance soit un acteur intégré dans les réflexions ESG durables. Par contre, il y a des questions derrière ça. Et la première, c'est les divers gouvernements, et celui-là en particulier, n'ont pas résolu le problème. Ni les banques, ni les assureurs ne sont que des investisseurs institutionnels. Et ça, c'est très souvent oublié. C'est vrai que nous représentons des masses d'investissement qui sont énormes, mais nous sommes des agrégateurs d'épargne, nous sommes des agrégateurs de votre épargne. C'est-à-dire que quand le gouvernement dit que les banques aillent investir là, là, là et là, je me suis retrouvé dans ma carrière, plus souvent qu'à mon tour, en train d'expliquer aux autorités que j'ai quand même des clients qui attendent quelque chose derrière. Ça peut être contradictoire, mais il faut penser que c'est effectivement toute la chaîne, et y compris celle du client. On l'a vu,
alors que c'était plutôt une réflexion qui était bien menée par les équipes du ministère de l'Économie et des Finances avant la loi Pacte, où ils ont vraiment essayé de comprendre, mais ils oubliaient quand même un peu que l'argent des épargnants, il doit quand même à la fin des fins servir un tout petit peu aux épargnants, aux retraites et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer où on veut. Et l'autre question qui est importante, c'est que le financement, c'est quelque chose de positif, c'est de l'investissement. Et on a quand même une longue tradition, alors en particulier sur le plan écologie de l'ESG, l'écologie punitive. Et ça, tant qu'on ne se sera pas débarrassé de ça, il y aura d'un part une méfiance. Enfin, les autorités. Les autorités mettent en place des régulations. Alors, les chiffres de labels de régulation ont été cités. Moi, mon expérience dans les services financiers me fait dire qu'à la fois, il ne se passe rien s'il n'y a pas de régulation. Je suis en faveur des régulations. Mais je voudrais alerter sur un point que quand il y a une régulation, on ne répond plus à ce que l'on doit faire, à ce que l'on veut faire, on répond à la régulation. On joue avec le modèle, on ne joue plus dans la réalité. Alors, on l'a vu sur les modèles de capital, hein, Basel 3 pour les banques, Solvabilité 2 pour l'assurance, mais attention à une régulation mal faite, qui n'est pas auto-apprentissante, qui n'est pas flexible. On risque, avec la meilleure bonne volonté du monde, d'amener des entreprises à cocher des cases et non pas à faire ce qu'il y a de bien. Donc attention, ça c'est vraiment pour moi le second paradoxe. Les réglementations sont nécessaires, mais peuvent être finalement la pire des choses. Alors comme j'ai quand même pas beaucoup de temps, quelques autres questions que je vais vous citer un peu en vrac, sans les développer, toujours avec ce même objectif que l'alignement de planète que l'on a aujourd'hui ne disparaisse pas. Le financement des coûts de transition. Alors, effectivement, la capitalisation des coûts peut être quelque chose, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de non traité, réellement. La question au niveau mondial, du fait que tout le monde ne part pas du même point de départ. Les économies en voie de développement ont encore besoin de carbone. Aujourd'hui, on en a beaucoup qui ont vendu des droits carbone pour se faire de l'argent. Attention à ça. On est dans quelque chose qui ne marche pas, qu'on ne peut pas appliquer en tout état de cause en bloc. Attention aussi sur notre faible recul sur des solutions sur lesquelles nous faisons la promotion. J'en cite une parce qu'elle me fait peur à titre personnel. C'est pour parler en langage informaticien, le total cost of ownership, c'est le coût complet de la chaîne sur le tout électrique. Intéressez-vous un peu à l'extraction des terres rares en Amérique du Sud. Vous aurez des problèmes de santé publique à côté desquels ceux des engrais ou ceux du téflon pour les voiles Tefal il y a quelques années n'étaient rien. Donc le recyclage, c'est-à-dire, attention, au moment où je conduis ma voiture électrique, ça coûte moins cher. Quand vous étendez la chaîne, là aussi, on manque de recul. Et la quatrième question que je voudrais vous souligner, c'est qu'il y a un peu le soutien au territoire. Quelque chose qui est très important, qui fait partie aussi bien d'ailleurs sur le plan économique que sur le plan sociétal. On a besoin dans nos territoires de faciliter le développement des PME et des ETI. Et pour elles, un certain nombre de contraintes dans la mise en place de ce qui va être ESG est beaucoup plus difficile. Là aussi, les autorités, dans la mise en place des réglementations, ont quelque chose à faire. Aujourd'hui, il est presque plus simple de présenter un bilan positif pour une société qui fait des énergies fossiles si elle développe un département éolien et ainsi de suite, que pour un sous-traitant qui est uniquement là-dedans, mais qui, quelque part, assure 200 emplois dans la Creuse. Évidemment, c'est un peu caricatural la façon de le dire, mais cette partie-là, avec les modèles, avec les notations et ainsi de suite, n'est pas du tout traitée. Donc, en conclusion, et j'espère que je n'aurai pas trop dépassé, Jean-Jacques, on a bien cet alignement de planète, on a tout pour y aller, il reste quand même un certain nombre de paradoxes, un certain nombre de questions qui, si on ne les traite pas ensemble assez rapidement, risquent de faire ce que tout le monde craint, je pense, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'effet de mode. Dernier point, parce que c'est celui dans tout ce que je vous ai dit qui me tient le plus à cœur, c'est faire quelque chose qui finalement soit acceptable. Parce que si ce n'est pas acceptable par tous, ça ne tiendra pas non plus. Et là, alors, c'est très embêtant, c'est l'exercice le plus difficile pour un orateur, parce que j'ai sous les yeux un schéma, et je vais essayer de vous le faire passer. Hein? La société, l'économie et l'environnement. Si on ne satisfait pas de manière relativement équilibrée ces trois parties-là,
on aura quelque chose qui, pour moi, ne sera pas pérenne. Parce qu'une société qui ne soigne pas son environnement, elle n'est pas vivable. Une économie qui ne soigne pas son environnement n'est pas viable. Une société, une économie qui ne soigne pas sa société, elle n'est pas équitable. En fait, c'est des schémas que vous avez tous vus avec 3 patates, passez-moi l'expression, et c'est le milieu de ça qui peut être l'acceptable, le désirable. Et je pense que c'est un prisme qui est utile, qui est assez simple pour regarder si telle ou telle idée, telle ou telle action, telle ou telle norme participe au développement de l'ESG et à un développement pérenne de l'ESG. En fait, ce dont on a besoin, c'est du durable qui soit lui-même durable. On n'en est pas loin, et je pense que toutes les questions-là, aujourd'hui, on n'en est quand même qu'à 8 h du matin, jeudi. Je ne doute pas que vendredi, il y a 16 h, 18 h, je ne sais pas quelle heure, on aura nettement progressé. Merci beaucoup. On ouvre des problématiques innombrables. Oh, bah oui, aujourd'hui. Chercheurs qui sont présents ici dans la salle. Qui ont pris force note. Je vais donner la parole maintenant au président Baillon, qui va nous présenter maintenant l'évolution du rôle des commissaires aux comptes, des experts comptables. Nous avons, je crois, rédigé, je crois pas, 2 ouvrages ensemble, qui est à peu près monitoire sur les questions que vous avez. C'est pas faux, et merci d'ailleurs Jean-Jacques d'avoir participé à ces éléments. Alors, je vais être peut-être un peu plus terre à terre, en fait, quelque part, sur les éléments, parce que, alors, je vais faire juste une incidente avant mon intervention, c'est que je suis parfaitement d'accord avec Daniel sur la problématique d'activation qui pourrait intervenir, de capitalisation. Le seul problème, c'est que, notamment en France, on est pollué totalement par la fiscalité. C'est-à-dire que tant qu'on ne déconnaîtra pas l'aspect bilan au sens réel du terme de la richesse et de la dette par rapport à la fiscalité, on n'y arrivera pas. Je le dis, c'est un constat négatif que je fais immédiatement. La France, depuis 1945, a bâti les états financiers des entreprises sur une seule chose, le prélèvement de l'impôt. Il n'y a pas de notion économique qui intervient. Et tous les essais liés par rapport à la normalisation qui existe, que ce soit IFRS, que ce soit BAL, que ce soit S2 pour les établissements financiers, entraînent des éléments extra-comptables qui sont extrêmement lourds en matière de travail, en quelque part, et qui alourdissent une quote-part de frais généraux de ces organisations à cause d'un simple fait, c'est qu'on a mené la fiscalité partout, dans toutes les opérations qui existaient, avec parfois des incitations, parfois des répressions qui existent et qui nous polluent tous ces éléments. D'ailleurs, si on parle ESG, on va parler déclaration de performance extra-financière. Donc c'est un élément qui est un élément en fin de compte bilanciel, qui repose avant tout sur une analyse des risques et la mise en évidence des éléments extra-financiers les plus significatifs pour l'entreprise. Je me paraphrase ainsi que Daniel, qui évoquait la situation d'une entreprise par rapport à une autre qui ne peut pas être la même. Ça nécessite obligatoirement, en amont, une collecte d'informations non financières et une fiabilisation de la collecte. On ne peut pas croire que l'on va faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Les données collectées qui sont présentées dans la DPEF ont pour vocation de compléter l'information financière mise à disposition des investisseurs pour les éclairer sur la durabilité de l'entreprise au regard des thématiques RSE que l'on connaît aujourd'hui. La classification des données collectées devra permettre de pouvoir dispenser une information pertinente, lisible et compréhensible. C'est-à-dire que si on masque par rapport à l'information de l'information qu'on ne veut pas montrer, c'est toujours possible, mais il faut que ce soit évidemment très clarifié. Et c'est à destination de qui? Bien sûr les actionnaires, mais surtout les parties prenantes de l'entreprise, et Patrick l'a évoqué à l'instant. Alors, déjà, se rappeler que la DPEF en elle-même, ça fait partie du rapport de gestion, du rapport du conseil d'administration qui est présenté à l'Assemblée. C'est un lien complètement indissocié. Alors,
qui aujourd'hui fait le contrôle de ces informations. On a beaucoup de choses à évoluer, mais ça existe et c'est né en France puisque nous avons, conjointement à la mission du commissaire aux comptes qui certifie les informations financières de l'entreprise, on a les OTI, les organismes tiers indépendants, qui attestent, eux, les informations contenues dans la DPE. Alors les OTI, il faut bien se le dire aujourd'hui, c'est que c'est généralement des cabinets de commissaires aux comptes qui ont été agréés par le COFRAC, des organisations qui ont l'habitude de manier de l'information. D'ailleurs, il ne faut pas négliger dans l'évolution des choses qu'il y a une volonté du Haut Conseil du Commissariat aux comptes de devenir le régulateur des OTI, puisqu'on suit toute la chaîne de l'information et sa production par les entreprises. C'est le même élément qui existe au niveau de l'Europe et du H3C aujourd'hui pour le contrôle des comités d'audit. J'en sais quelque chose, je suis président du comité d'audit d'un grand groupe d'assurance. Donc, je sais l'enquête qui est menée en ce moment par le H3C sur ces éléments-là. Donc, attention, la bascule RSE information est en train de devenir juridique en quelque part, puisque H3C, ce sont des magistrats et ça dépend du ministère de la Justice. Donc, il faut avoir cet élément qui existe évidemment. Alors, on sait aussi que l'Europe, quelque part, par la directive CRDS, est en train de faire descendre les seuils sur l'information RSE. Donc, ça va être aussi un élément qui fait que, comme on l'évoquait tout à l'heure, si aujourd'hui on a les grandes entreprises, demain on va avoir les sous-traitants et après-demain les sous-traitants. Donc, la chaîne va se compléter de ce point de vue-là. Alors, c'est sûr que pour conforter l'opinion sur les informations extra-financières, il faut un déploiement de moyens importants et ils le seront par rapport notamment à la préparation de l'information. On recourt aujourd'hui, on commence à recourir à des outils d'intelligence artificielle. Alors c'est un tout petit peu paradoxal de voir aller chercher de l'énergie pour pouvoir s'assurer que l'information que l'on donne sur entre guillemets qualitatif et la RSE soit les bonnes. Mais on ne peut pas faire autrement. Et ce n'est qu'un début, parce que la masse d'informations qui est à traiter est énorme. Et celle à contrôler, quand elle est à traiter et mise en place, à contrôler, elle est aussi énorme, bien entendu. Et un OTI ne fera pas comment je dirais, pour attester, ne fera pas autrement que de contrôler. Alors, conjointement à la montée en puissance de CSRD, il y a de nombreux concepts qui changent aussi et que nous avons à... Alors pour vous, c'est évident, pour nous, ça l'est un petit peu moins et on apprend beaucoup sur notamment tous les sujets de durabilité d'entreprise. C'est des nouveaux concepts qui arrivent avec l'Europe. La taxonomie verte européenne devient maintenant un référentiel incontournable et il faut qu'on le maîtrise. La notion de double matérialité doit devenir naturelle pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas évident, je peux vous le dire en termes de technique, et merci d'aider mes amis de KPMG sur ces éléments-là. Ça met évidemment en évidence non seulement l'impact de l'entreprise sur l'environnement, mais aussi l'impact de la dégradation du climat sur le modèle économique de l'entreprise. On l'évoquait à l'instant. Tous ces concepts sont encore jeunes et deviennent incontournables. Il faut donc se les approprier, tant du côté des entreprises que des investisseurs ou des auditeurs. Il ne faut pas croire qu'on lit une DPEF aussi facilement qu'un bilan. À côté de tous ces éléments, interviennent plus ou moins bien digérées les notions de raison d'être, d'entreprise à mission, d'investissement à impact, que vous maniez conceptuellement, mais qui sur le terrain ne sont pas toujours comprises d'une manière générale. Et tout ça va arriver de plus en plus vers la PME, la PMI, la TPE. Et donc, il va bien falloir que ces problématiques soient comprises, appropriées de ce point de vue-là.
il faut quand même se dire que toute cette information, c'est quelque part, c'est un ensemble de dominos qui s'entrechoquent pour aller du principe législatif au fait de repenser des modèles économiques et des orientations stratégiques. On le disait, mes deux prédécesseurs l'évoquaient. Souvent, les conseils d'administration ont été passifs il y a quelques années par rapport à tout ça. Devant l'avalanche d'informations, ils deviennent aujourd'hui des acteurs pour influencer les décisions managériales en vue de la prise en compte beaucoup plus importante de la RSE, y compris même sur des problèmes de réputation. Je renvoie à un scandale actuel, Orpea, sur lequel toute la dimension de la maltraitance est une dimension évidemment sociétale et qui, quelque part, n'a jamais été pris dans les rapports d'Orpea en matière de RSE jusqu'à présent. Et donc, ça a posé des éléments qui vont aller très loin. C'est l'histoire des terres rares sur l'Amérique du Sud qu'on évoquait. En même temps, c'est vrai que ça devient un critère de différenciation du sens, tant par rapport à l'évolution économique que pour l'attractivité de la marque employeur, que le positionnement de l'entreprise comme produit vert financier. C'est-à-dire que, évidemment, un investisseur va regarder plutôt une entreprise qui a une démarche lourde sur la RSE, avec un certain nombre de critères qui vont lui permettre d'apprécier son investissement dans cet élément que l'on connaît aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas ni une tendance, ni une mode. Je l'ai entendu tout à l'heure. Je pense que c'est une culture profonde qui est en train de s'ancrer dans notre société et qui réclame des garanties pour les tiers, pour les parties prenantes dans l'entreprise, et en particulier les actionnaires, les clients, mais aussi tous ceux, fournisseurs, qui procèdent du cycle d'exploitation de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'une modification de la matrice des risques majeurs se doit d'être engagée dans toutes les entreprises. Vous savez que, généralement, pour pouvoir imaginer le cadre managérial et stratégique de l'entreprise ainsi que son audit interne, on fabrique la cartographie des risques majeurs. Cette cartographie des risques majeurs, jusqu'à présent, prenait très peu en compte les risques RSE, les risques réputationnels essentiellement, les risques opérationnels souvent, mais les risques RSE quasi jamais. Or, aujourd'hui, on voit que si on prend une trentaine de risques qui peuvent exister dans une cartographie générale, bien, on est en train de s'orienter vers le tiers, voire les 40% de ce point de vue-là. Dans ce contexte, évidemment, la place de l'auditeur légal, on l'évoquait tout à l'heure, est inéluctable. Clé de voûte, merci au rapport Perrier, mais je ne sais pas si on sera clé de voûte, mais en tout cas, on est là sûrement pour assurer par le poids de notre signature en tant qu'auditeur légal que tout ça est bien engagé de ce point de vue-là. D'ailleurs, petite anecdote, aujourd'hui, le système bancaire a d'ores et déjà compris l'utilité de l'auditeur en cette démarche, en lui demandant de plus en plus à pouvoir participer à la chaîne de valeur de l'assurance concernant le financement des produits verts et en l'impliquant comme tiers attestateur de la conformité d'usage du bien financé. C'est de l'assurance de partie. C'est-à-dire que, pour le citer encore plus explicitement, aujourd'hui, une banque qui s'appelle LCL, donc Groupe Crédit Agricole, a conclu avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes une convention qui fait que, systématiquement, elle demandera à ce qu'un auditeur légal intervienne dès lors qu'elle fait des prêts sur des produits verts pour attester de la bonne utilisation du financement par rapport aux produits verts. Parce qu'on est dans une démarche step by step et que certains pourraient utiliser des fonds dans un autre comment non, pardon, la finance est morale. La finance est morale. Oui, je suis désolé. Pardon. Mais voilà, non, toutes les entrées mises à part, on sait que les éléments sont avancés. Mais c'est un exemple pratique, je dirais, de cet élément-là. Et puis, il faut bien comprendre aussi, et là je reprends ma casquette de président de la compagnie des conseils et des acteurs financiers, c'est que l'évaluation d'entreprise s'appuie désormais sur de nouveaux critères, autres que ceux financiers. On avait l'habitude de travailler sur la rentabilité future ou sur le ROI d'investissement. Maintenant, on prend en considération l'appétence de l'entreprise dans sa stratégie
à développer une véritable démarche RSE, ce qui peut augurer des retraitements favorables ou défavorables par rapport à la valeur. Je ne parle pas de prix, la notion de prix est tout à fait différente, mais par rapport à la valeur et dans le quantum financier retenu sur la valeur. Voilà, pour conclure un peu mon propos, je pense que la chaîne financière durable, ça déplace les repères d'approche d'une entreprise sur tous les fronts. Et dans cette période d'incertitude, ça met en valeur, je pense, la capacité de résilience des entreprises. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est évident. Les termes de rebond, flexibilité, durabilité, humain, talent, sens, raison d'être, impact deviennent des facteurs aussi importants qu'investissement, rentabilité, résultats financiers. C'est un nouvel équilibre qui se crée en matière de gestion financière et d'audit des informations financières. Merci, Président. Vous montrez vraiment que le commissaire de compte est devenu le tiers de confiance essentiel de cet écosystème de la finance. Peut-être n'est-ce pas la plus good. J'espère. J'espère. Sincèrement, je ménage là une transition parce que nous allons, si vous voulez bien, écouter. On va faire comme Radio Longue, on écoutera seulement parce que nous avons un incident technique. On ne peut pas projeter des images, je crois, à moins que notre assistant technique ait réussi à résoudre le problème. Je n'en suis pas complètement sûr. Par contre, nous pouvons écouter l'intervention, parce que c'est le maillon central de la chaîne, c'est tout le marché, tous les intermédiaires innombrables de marché, je dirais de plus en plus nombreux d'ailleurs, du marché, qui ont des rôles essentiels, qui sont confrontés à la tragédie de l'horizon qui était évoquée par Marc Hamon. Donc, nous allons écouter, si vous voulez bien, ça dure 11 minutes, l'interview que nous a donnée spécialement pour le congrès de l'ADERS, le délégué général de Paris Europlace. Voilà. Monsieur Arnaud de Bresson. Alors, Monsieur Arnaud de Bresson, immeuble, hein, puisqu'on a un nouveau. Non, ça marche. Extraordinaire. Il est également membre du grand jury du prix Turgot qui va être délivré ce soir, notamment à un livre sur la finance verte. C'est pour ça que je le cite là, spécialement. Il l'évoque d'ailleurs tout à l'heure. Bresson, vous êtes délégué général de Paris Euronext, la place financière de Paris. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à une question dans le cadre du 18e congrès de l'ADERS, qui est organisé cette année à l'UE de Paris. Le rapport Perrier, du nom de l'ex-président Lamundi, vient d'être remis au ministre de l'économie. Il préconise 25 mesures destinées à faire de la place de Paris la place de référence européenne de la finance durable. Parmi ces mesures, quelles sont celles qui vous paraissent prioritaires? Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour votre accueil et pour votre invitation. Alors, je suis le délégué général, non pas de Paris Euronext, mais de Paris Europlace, c'est-à-dire l'organisation qui est en charge de développer et de promouvoir la place financière de Paris au sens large, pas uniquement la bourse, mais également l'activité des banques françaises et internationales à Paris, l'activité des investisseurs, l'activité du capital investissement aujourd'hui, l'activité de toutes les entreprises qui se développent avec le private equity, d'une part, et la bourse, d'autre part. Nous travaillons beaucoup aujourd'hui sur l'attractivité de la place de Paris pour accueillir les introductions de start-up, de technologies dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Et notre organisation rassemble l'ensemble des acteurs de la place financière, les entreprises au premier rang, les entreprises industrielles, cotées ou pas cotées, les investisseurs, les banques et les intermédiaires financiers, les cabinets de conseil, les universités et les centres de recherche. Et je comprends que je m'adresse aujourd'hui aux universitaires et aux chercheurs que je salue, qui constituent l'un des grands atouts de la place de Paris reconnue au plan international, notamment en matière mathématique et en matière économique et financière, et les autorités publiques, puisque nous travaillons ensemble pour le même objectif, c'est-à-dire développer une place financière compétitive en Europe et au plan international et
vous comprenez à quel point cet objectif aujourd'hui est encore plus majeur au moment où nous parlons d'autonomie européenne et industrielle, au moment où nous avons besoin de retrouver les instruments de notre souveraineté économique. Nous avons remis un livre blanc avec nos recommandations et nos enjeux dans le cadre de la campagne présidentielle. Nous rencontrons l'ensemble des équipes de campagne pour convaincre, une fois encore, les pouvoirs publics et les autorités politiques futures de l'importance de notre enjeu. Alors, vous m'interrogez sur le sujet du rapport Perrier que nous venons de remettre. Dans les axes stratégiques de développement de la place financière de Paris, au-delà de la consolidation de nos atouts, notamment la présence des grandes entreprises, d'un pôle investisseur compétitif, nous avons 3 domaines où nous souhaitons positionner Paris dans ce que nous appelons les secteurs du futur. Le premier, c'est la finance durable, qui pour nous est un objectif majeur depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, même avant la COP21 à Paris, mais qui a été accélérée par la COP21. Le deuxième objectif, c'est l'innovation financière et le développement des fintechs. Nous avons créé un pôle de compétitivité qui accompagne les fintechs sur la place de Paris. Et le troisième et grand enjeu du futur, c'est le financement des grands projets d'infrastructure pour lesquels nous avons créé l'Infra-Week de Paris pour montrer la force de notre écosystème. Pour ce qui est de la finance durable, l'élément d'actualité, c'est effectivement la remise du rapport de Yves Perrier, demandé par le ministre Bruno Le Maire, pour voir comment la place à Paris doit accélérer aujourd'hui l'accompagnement de la neutralité, de l'objectif de la neutralité carbone pour la France en 2050. Alors, naturellement, nous avons initié ce rapport au mois de novembre dernier, avant les événements actuels extrêmement préoccupants et graves de l'Ukraine. Et nous avons bien en tête et nous espérons que ces événements ne vont pas entraîner de nouvelles évolutions, de nouveaux retards dans la manière dont le monde doit opérer sa révolution vers la lutte contre le réchauffement climatique et l'ensemble des sujets d'économie durable. Mais en tout cas, pour ce qui est des recommandations du rapport qui a été remis il y a maintenant un mois avant que la guerre éclate en Ukraine, et sur laquelle nous sommes très préoccupés et solidaires, il repose au fond sur trois grands points. Premièrement, le rappel du contexte. Le rappel du contexte, Yves Perrier a une expression qui me paraît être extrêmement importante. Nous sommes en train de vivre une révolution industrielle planétaire qui est aussi importante que la révolution industrielle du XVIIIe siècle, avec la nécessité pour l'ensemble des entreprises, dans l'ensemble des pays du monde et dans l'ensemble des secteurs d'activité, de prendre en compte aujourd'hui cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique, de neutralité carbone, en revoyant à la fois leur mode de fourniture d'énergie, leur process de production. Et c'est un travail qui est entamé, qui est largement en cours, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne sera pas remis en cause structurellement, y compris par les événements actuels. Deuxièmement, c'est un enjeu qui nécessite, et c'est là aussi un des axes forts du rapport Perrier, une nouvelle économie politique à mettre en place, avec un dialogue et une action commune à mener par les 3 acteurs que sont les États, qui ont à définir les objectifs de la politique économique et industrielle et énergétique, y compris au niveau européen. Naturellement, ce sont aux États, au gouvernement de fixer les lignes directrices en matière de politique industrielle et énergétique. Les acteurs industriels qui ont à s'adapter, à adapter leur mode de production, et enfin la sphère financière qui doit accompagner les investissements à mener, qui vont être considérables. Toute cette réorientation nécessite des investissements considérables que l'on chiffre aujourd'hui à environ 3 à 5 trillions d'euros supplémentaires par an jusqu'en 2050. Vous voyez la masse que cela représente. Voilà le contexte. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait et où allons-nous? La place de Paris n'a pas à rougir, si j'ose dire, en matière verte.
la place de Paris est considérée comme l'une des plus avancées au monde. Nous avons rencontré, Yves Perrier a rencontré plus de 200 grands patrons, responsables internationaux, américains, européens. La vision internationale et américaine également, c'est que l'Europe est en avance, que la place de Paris est en avance. Nous avons pris le sujet très tôt en ce qui concerne l'Europlace dès le début des années 2000 et beaucoup a été fait déjà par les banques, les investisseurs, même s'il faut évidemment aller plus loin. Nous sommes reconnus comme étant très en avance et évidemment l'accord de Paris en 2015 de la COP21 a marqué une accélération très forte et une avancée de la France. Cela étant, les autres pays commencent à accélérer leur démarche et donc il faut évidemment en tenir compte. Pour ce qui est de l'organisation de la place et de ce qui est Europlace, et en matière de bilan, nous avons, nous, en tant qu'Europlace, d'une part, inscrit cet axe stratégique comme un axe prioritaire. Deuxièmement, créé une entité au sein d'Europlace qui s'appelle Finance for Tomorrow, présidée aujourd'hui par Thierry Déault, le patron de Veridiam, qui accélère les actions des acteurs de la place dans ce domaine. Nous avons créé un observatoire de la place de Paris qui mesure les engagements et l'évolution des engagements des acteurs de manière très concrète. Et nous avons également participé à la création de l'Institut Louis Bachelier qui développe la recherche en finance et la recherche sur ces sujets avec plusieurs chaires qui associent les universités et les grandes écoles de la région Île-de-France et plus largement au plan français, y compris Toulouse, y compris Lyon, dans les efforts qui sont menés. Nous sommes donc très présents. Troisièmement, et pour terminer, quels sont les axes de recommandation pour accélérer la manœuvre? L'objectif est clair, consolider la position de Paris comme place de référence dans ce domaine. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, je parlais avec nos interlocuteurs au Japon, avec la place financière de Tokyo. Le Japon nous invite à venir au mois de novembre, venir les voir sur le sujet de la finance durable, avec leur idée qui est que la France, la place de Paris, a une très forte avance. Le Japon ne sait pas très bien où il en est dans la compétition avec les États-Unis, la Chine et l'Europe, justement, sur ce sujet. Et donc, ils souhaitent aujourd'hui développer les échanges. Nous souhaitons consolider notre objectif d'être et de consolider notre position de place de référence dans ce domaine pour les années à venir. Sur les actions à mettre en œuvre, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Yves Perrier met beaucoup l'accent sur les instruments à développer et les chantiers concrets à traiter, qui commencent par la comptabilité CO2 des entreprises. Il faut que toutes les entreprises maintenant mettent en place ces instruments de mesure de leur empreinte carbone et qu'elles soient capables de reporter aux investisseurs de manière précise. Cela concerne les méthodologies d'analyse et la manière dont les agences de notation inscrivent ce sujet. Cela concerne l'évolution des normes comptables et des standards internationaux en matière de reporting non financier qui doivent être développés. L'Europe est en train d'avancer sur ce sujet avec la directive CSRD et les travaux menés par les FRAG. Il faut que ces travaux se mettent en coordination avec les travaux menés par l'organisation internationale ISSB, qui mène également des travaux dans ce domaine, de manière à faire en sorte que l'on aboutisse à des normes qui soient cohérentes et utilisables par les entreprises. Cela concerne la gouvernance et la manière dont l'externalité carbone est gérée par les entreprises, y compris en matière de rémunération des dirigeants qui doivent prendre en compte ce type de sujet. Cela concerne également des labels à mettre en place. Yves Perrier recommande la création d'un nouveau label transition climatique aux côtés du label ESG dont Finance for Tomorrow est l'un des acteurs de production. Enfin, et pour conclure, les recommandations portent également sur l'organisation de la place de Paris pour développer notre action, y compris d'ailleurs en matière d'innovation financière et de nouveaux instruments financiers à développer avec l'aide des chercheurs. Je m'adresse à vos interlocuteurs de votre organisation, les universitaires et chercheurs, pour développer les nouveaux instruments et faire en sorte que la place de Paris, Paris Europlace, accélère son action dans ce domaine. Yves Perrier recommande la création de 2 entités. Une entité politique
qualifié de comité instance de pilotage stratégique qui serait présidé par le ministre de l'économie et des finances lui-même et qui rassemblerait des représentants plus haut niveau des acteurs de la place et des organisations professionnelles pour fixer les lignes directrices d'État avec les acteurs industriels et la place financière, et d'autre part une entité opérationnelle qui serait chargée d'accompagner les travaux des 7 groupes de travail, chantiers qui sont définis par le rapport Perrier sur les thèmes que j'ai indiqués avant. Voilà donc les objectifs de ce rapport qui a été remis au ministre et dont nous allons maintenant mettre en place les recommandations dès maintenant pour accélérer évidemment la manière dont la place de Paris accompagne ce mouvement indispensable et consolide sa position dans ce secteur. Merci infiniment, M. Le Bresson, d'avoir consacré ainsi une bonne dizaine de minutes, je crois très, très précieux. Votre message sera bien évidemment entendu d'un bel encouragement pour l'ensemble des enseignants-chercheurs de l'ADERF. Merci, monsieur, et à très bientôt. Je pense que nous nous retrouvons probablement à la remise du prix Turgot le soir même, puisque vous êtes membre du grand jury du prix Turgot du meilleur livre d'économie financière. Enfin, d'ailleurs, on porte sur la finance durable et responsable. Merci, monsieur Le Bresson. Merci de votre invitation et mes salutations à tous vos participants. Merci. Bien, je pense que cette intervention éclairante, c'est un bel encouragement, comme vous me permettez de dire tout à l'heure, pour nous tous à essayer de développer les recherches sur le domaine en collaboration étroite, coopération étroite avec les grands praticiens de la finance. Alors là, nous sommes confrontés à un dilemme cornélien extraordinaire, c'est que il est moins le quart, donc c'est normalement l'heure d'achèvement de cette table ronde. Nous pouvons arrêter tout de suite ou prendre peut-être quelques minutes avec l'accord de ma co-organisatrice Isabelle, qui acquiesce. Bon, donc nous allons bien. Donc nous pouvons ouvrir à quelques questions. Disons 2 ou 3 questions. C'est vrai que les matériaux très riches qui viennent d'être apportés dans le cadre de la table ronde suscitent de très nombreuses questions. Nous sommes dans un temps très contraint. Donc ce que je me permettrai, c'est d'ouvrir aux questions si vous souhaitez. Sur un point particulier, monsieur. Oui, je vous demande, un jeu de questions, c'est très important parce que c'est l'échange. Oui. C'est de bien vous présenter. Oui. Voilà. Très bien. Avant de poser la question. Jean-Paul Méraud, maître de conférence à l'université. Parlez un peu plus fort. Je parlais plus fort, mais je me lève. Bon, très bien. Donc Jean-Paul Méraud, maître de conférence donc à l'université de Reims, Jean-Paul est plutôt spécialiste en fait en comptabilité finance. Voilà. Ma question s'adressait justement. Je me demandais, en fait, en vous écoutant notamment, vous avez évoqué la notion de cartographie des risques. Est-ce que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes va justement, dans le cadre de la mission d'audit légal, insister beaucoup plus auprès des entreprises, puisqu'on voit finalement, quand on consulte des rapports financiers, on voit qu'effectivement, c'est quand même à géométrie variable et que finalement, les cartographies des risques sont plus ou moins approfondies, certaines étant très approfondies, certaines étant finalement très légères. Et pourtant, on est quand même sur un document de référence de l'AMF. Alors, merci pour votre question. Qui est à la fois non embarrassante et embarrassante sur les éléments. Comme vous savez, un auditeur légal, c'est quelqu'un qui ne doit pas s'immiscer dans la gestion, c'est le principe même de l'indépendance. Or, la cartographie des risques, par essence, est un élément de gestion interne de l'entreprise. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas préconiser un modèle de cartographie puisque nous nous initierions dans la gestion des entreprises. A contrario, il y a un dialogue notamment extrêmement important qui a été réalisé avec les responsables de l'économie sociale et solidaire en France et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour une réflexion sur comment cette économie sociale et solidaire devait faire en sorte que dans le monde associatif, des fondations, il puisse y avoir une approche de la cartographie des risques qui soit opérationnelle par rapport à ces éléments-là. Et bien entendu, à ce moment-là, l'auditeur légal s'appuie
dans ce qui s'appelle l'approche par les risques de sedition sur la cartographie, et voire même en l'auditant, suggérer, recommander éventuellement des éléments d'approche. Aujourd'hui, dans le monde marchand, je dirais qu'il n'y a pas eu cette démarche. Pour autant, nous sommes un certain nombre de tenants au bureau de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, nous sommes 8, et sur les 8, nous sommes petite majorité à penser qu'il faut absolument avancer sur cette discussion et voire même que le commissaire aux comptes puisse amener des recommandations sur la conception de cette cartographie. Mais évidemment, il faut qu'on est sur le fil, je dirais, du rasoir, et il ne faudrait pas qu'on se coupe dans la gestion. Alors, il y a un dialogue qui s'opère aussi avec nos membres, grands cabinets, moins grands cabinets, comme je suis, avec la difficulté de savoir si c'est du consulting et de l'aide à la construction, ou si c'est de l'audit et de la recommandation à faire en termes d'amélioration. Et là, c'est vrai que la frontière est ténue, et donc on marche un peu sur des œufs, parce qu'on a en fait 3 régulateurs qui interviennent, l'AMF, la CPR et le H3C. Et eux ne sont pas d'accord entre eux. Donc, ça devient alors, on ne voudrait pas être des faire-valoir quelque part. Y a-t-il une autre question? Bonjour à tous, Sabir Roudiwa, je suis doctorant en 2e année à l'IAE Dijon. En fait, dans votre intervention sur les limites, vous avez parlé du fait qu'à ce jour, il n'y avait pas encore d'identification des acteurs financiers, que ça n'avait pas été clarifié, il me semble. Les acteurs financiers, qu'à ce jour, on n'avait pas encore une clarification de qui sont leur identité. Donc, l'idée, c'était de savoir s'il y avait des travaux qui avaient été initiés en ce sens pour pouvoir cartographier les acteurs de la finance à qui on s'adresse et leur intérêt à ça. Qui adressez-vous la question? À l'ensemble de la table ronde? Plutôt à vous. Moi aussi. Oui, à ma connaissance, il n'y a pas de taxonomie précise de l'ensemble des acteurs de la finance conventionnelle et de la finance durable. Il y a un nombre d'acteurs de plus en plus nombreux, d'intermédiaires, notamment liés au développement des plateformes, des différentes plateformes entourées par, bien sûr, les fintechs, développées par les fintechs, mais également par les grands groupes. Donc, on peut trouver certaines taxonomies dans certains travaux universitaires. Mais à mon avis, qui ne sont pas complètement à jour, il faudrait mettre en permanence à jour compte tenu de l'enrichissement permanent de l'ensemble de cette cartographie de la chaîne financière. Il y a un certain nombre d'acteurs dont les pratiques sont bien connues, qui sont en pleine évolution, des acteurs clés, comme les banques ou les compagnies d'assurance, avec les investissements, bien sûr. Mais il y a en revanche beaucoup moins de travaux, et à mon avis, ça me paraît très important, sur les gestionnaires d'actifs financiers, qui sont confrontés actuellement, notamment dans le cadre de la crise russe, là c'est le signe noir que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi, il y a une tension entre le signe noir et le signe vert. Là. Ils doivent constituer des portefeuilles qui naturellement répondent aux attentes de leurs différents épargnants, de différents mandants, mais également ils doivent se plier à un certain nombre de recommandations, notamment de leur chambre syndicale, pour s'engager dans la finance verte, ce qui répond à certains besoins spécifiques de leur mandat. Donc, il y a une vraie tension chez les gestionnaires d'actifs, fonds de pension, fonds d'investissement. Je ne parle même pas des hedge funds, qui, bien sûr, encore un autre acteur, et les hedge funds qui pratiquent de la finance verte spéculative. Donc, ils sortent des positions sur des titres, Patrick connaît bien ça également. Donc là, il y a la finance verte, certains véhicules de finance verte, assez sophistiqués, sont utilisés pour
développer la finance spéculative. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Donc là, on est dans le paradoxe, dans le cynisme financier. Je peux peut-être rajouter quelque chose, Jean-Jacques. Votre question, elle est très bonne. Elle n'est pas liée à la finance verte. C'est-à-dire qu'en fait, depuis, alors à peu près la même période, c'est-à-dire depuis 2015, on a un éclatement complet sur le plan opérationnel de la chaîne de valeur des acteurs financiers. C'est plus la pression des fintechs, des assurtech, beaucoup de spécialisation aussi. Pendant 30 ans, les banques faisaient de la banque, les assureurs faisaient de l'assurance beaucoup plus intermédiaire, et puis voilà, grosso modo, chacun faisait quasiment la totalité de sa chaîne de valeur. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Vous avez eu Jean-Paul Faugère, le vice-président de la CPR, qui d'ailleurs s'est un tout petit peu ému du nombre d'acteurs assurantiels qui n'avaient pas de licence. Alors, qui jouant sur le rôle de distributeur n'en avait pas complètement besoin, donc c'est dit, il faut faciliter l'accès à la licence. Parce que c'est un des défauts de toute norme. Il vaut mieux être complètement hors de la norme que de tricher un peu avec la norme. C'est-à-dire, j'oublie la CPR 30 secondes, si je prends l'AMF, il vaut mieux vendre un bout de terrain en Amérique du Sud qui n'existe pas en ayant un code NAF qui est celui de l'épicerie, que pour une banque, oublier de dire que les rendements futurs le passé ne préjugent pas les rendements futurs. C'est-à-dire qu'on a des autorités de contrôle qui contrôlent dans leur périmètre, donc quitte à truander, c'est pas on va le dire comme ça, je ne l'ai pas dit, hein. Il vaut mieux être complètement en dehors du périmètre. Donc aujourd'hui, il y a de la part de l'AMF, de la part de la CPR, au moins pour citer les deux là, une question effectivement par rapport à la restructuration de ces acteurs et surtout à aller chercher ceux qui feraient ce métier-là sans être déclarés comme acteurs. Donc votre question, elle est quelque part d'actualité. Alors elle s'appliquera à la finance verte, mais elle est beaucoup plus globale. Nous avons, dans le cadre de la collection Turbo, dont je salue la présence du président, nous avons écrit dans le cadre du Prisme également, le Prisme dont le directeur du président, un livre sur le shadow banking, la banque de l'ombre, en fait la finance de l'ombre. Et là, on perçoit effectivement la finance de l'ombre. Il y a une finance de l'ombre verte qui se développe actuellement, avec de très nombreux acteurs qui n'ont pas toujours toutes les licences, etc. Mais qui ont cela que je pense, ce que disait Arnaud Bresson est très important, il faut développer des chantiers d'observation de l'innovation financière. Parce que tous les acteurs de la finance de l'ombre, notamment, sont extrêmement créatifs en matière. Alors, il y a actuellement un drame, là je vous parlais en qualité de retraité, on dit mérite, retraité, donc je peux parler plus librement. Il y a tout de même un drame dans la recherche financière aujourd'hui. Je suis toujours membre du laboratoire Prisme, qui a une partie financière très importante, qui publie dans les plus grandes revues anglo-saxonnes actuellement, qui sont essentiellement axés sur la finance quantitative et sur les modèles de plus en plus sophistiqués. En revanche, des travaux que nécessiteraient l'observation de ce que nous venons de dire sur les rôles des acteurs, les pratiques des acteurs plus ou moins contradictoires, il n'y a pratiquement pas de travaux. Il n'y a pas de travaux académiques. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que là, il y a un vrai changement du métier que nous ne maîtrisons pas. Et là, il y a une demande de la part des grands professionnels de la finance d'éclaircissement sur ces rôles des acteurs, sur les fonctionnements de la chaîne, à la fois visible et l'invisible, qui est très important, qui engendre des encours plus importants que la chaîne visible. Voilà, excusez-moi de développer sur ce point. Il y a d'autres questions, nous allons peut-être là, il est moins 5. On va se priver sinon de pause café. Alors ça, c'est dramatique. Dans un congrès, supprimer la pause café. Des questions, mais autour d'un petit café. Merci infiniment. Merci. Et j'ai des mains levées, j'ai peut-être une intervention. Il y a des gens en ligne. Ah, pardon. Alors, je vous en prie. Nous saluons les je vous en prie, vous pouvez intervenir. Comme on dit aujourd'hui. On ne peut pas les convier à la pause. Vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Oui, oui. Alors, il y a une question ? Mais je crois que ça va être difficile. On essaiera de ménager un créneau pour des questions éventuelles. En fait, vous devez activer le son. Super. On vous écoute. Bonjour. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. On vous entend. Oui.
Est-ce que je peux poser une question? Mon nom, c'est Carmen Olsen. Je suis Pouvez-vous présenter brièvement, madame? Oui, mon nom, c'est Carmen Olsen. Je suis professeur associé à l'université en Norvège. Donc, j'ai une question pour adresser aux représentants des entreprises, en fait. Au niveau de la prise en charge de cette avalanche verte, soit juridique ou de la pensée verte, est-ce que ça incite ou ça invoque des efforts d'innovation de la part des entreprises pour suivre cette avalanche juridique verte et de régulation pour pouvoir survivre économiquement? Vous parlez d'innovation financière, chers collègues, ou d'innovation industrielle? Oui, d'innovation et industrielle. Industrielle. Dieu. Bon, Patrick 19 qui répond. Il est évident que pour combiner croissance à un certain niveau avec les impératifs verts, il va falloir innover. Et je relierai ça un tout petit peu à ma remarque sur le danger de la régulation, c'est-à-dire que si on ne pousse pas, il ne se passera rien, mais si on demande des choses trop vite alors qu'elles ne sont pas mûres, on aura des réponses qui seront des réponses bateau, de papier et ainsi de suite, et non pas celles qu'avec de l'innovation, on pourrait avoir et qui deviennent pérennes. C'est là où on a un petit risque. Donc, la logique dans le monde idéal, c'est l'innovation qui permettra de garder un niveau de croissance tel qu'on peut le souhaiter, tout en ayant les objectifs verts. Si on le fait mal, contraint, trop vite, uniquement présentable et ainsi de suite, on a le risque que ça soit fait non pas d'une manière durable, mais juste pour la présentation. Carmen, je vous remercie beaucoup. Je précise pour M. 19 que c'est une de nos enseignantes chercheuses qui parle bien le français et qui vous interviewe depuis la Norvège. Oui, elle s'est présentée. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Les questions que vous avez en ligne sont nos chercheurs internationaux.